Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire de l'intégration. Je m'appelle Razan Alazé, responsable du projet Reloref. Ce webinaire portant sur le thème l'identité du travail social face à l'injonction d'intégration des personnes bénéficiaires d'une protection internationale vous est présenté dans le cadre de la série des webinaires organisés par le projet national Reloref. Ce projet de l'Association française d'asile est cofinancé par l'Union européenne et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous avons l'honneur d'accueillir ce matin notre invitée, Madame Frédérique Kaba, directrice des missions sociales au sein de la Fondation Abbé Pierre. Je vous présente également mes collègues Emma Cerceau et Amy Luton, chargées de mission du projet Reloref, qui vont animer les échanges avec notre invitée. Derrière l'écran se trouvent également Anouk Tomé et Anna Renaud qui vont modérer vos échanges sur le chat tout au long du webinaire et, dans la mesure du possible, les présenter à notre invité à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à réagir directement sur l'onglet discussion et, puisque nous sommes nombreux, à couper vos micros. Ce webinaire durera 1h30. Nous vous informons qu'il est enregistré et sera rediffusé sur le site internet de France Terre d'Asile et sur le site internet du projet Reloref. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, il vous suffit de désactiver vos caméras. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci à toutes et à tous encore d'être parmi nous. Et je passe la parole à ma collègue Amy Luton. Vous m'entendez bien? C'est bon, ok, parfait. Donc, merci Razan pour cette présentation. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis entre acteurs et actrices de l'intégration pour discuter autour de la notion d'identité du travail social. Et nous remercions bien évidemment Frédérique Kaba d'avoir accepté notre invitation pour se prêter à cet échange autour d'une préoccupation centrale, que rencontrent dans leur quotidien les travailleurs sociaux et travailleuses sociales intervenant auprès des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. Et alors, en ouverture de ce webinaire, nous souhaitions faire un rapide bilan sur les quelques 200 réponses que nous avons reçues grâce au formulaire d'inscription et dont une partie a été transmise à Frédérique Kaba. Alors, un des premiers constats qu'on a pu faire en regardant les réponses, d'ailleurs, donc d'abord pour la première question, est-ce que selon vous, il existe une identité du travail social? Eh bien, c'est une grande majorité de personnes qui considèrent qu'il y a bien une identité du travail social, puisque nous avons reçu environ 80% de réponses positives par rapport à cette question, contre 20% de réponses négatives. Le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est les réponses qu'on a reçues à la question « Pensez-vous qu'une définition du travail social existe? Si oui, laquelle ou lesquelles ?» Et là, nous avons reçu seulement 57%, 57 réponses, dont d'abord des réponses négatives. Donc, j'ai pu relever, par exemple, non, c'est un travail humain, des êtres humains accompagnent d'autres êtres humains en utilisant l'empathie, le ressenti, l'écoute, la bienveillance et d'autres sens, parfois qui ne s'apprennent pas par de la théorie ou pas que. On a aussi reçu des tentatives de définition telles que donc le travail social, c'est aider les personnes à se réaliser, ou encore le travail social pourrait être défini comme un ensemble de professionnels, d'institutions œuvrant dans l'intérêt et vers un but commun auprès de personnes en ayant ou non fait la demande. Et enfin, on a bien évidemment reçu des réponses qui questionnent davantage la notion d'identité, ses difficultés à la définir, et enfin, certaines personnes parlent même d'identité au pluriel. Alors, on a eu, par exemple, comme élément de réponse, le travail social est tellement vaste et ses champs d'application sont multiples, difficile de le définir. On a aussi eu, cette question est à mon sens très vaste et dépend du regard de chacun et de ses valeurs.
Enfin, dernier constat, à la question pensez-vous que l'accompagnement des personnes bénéficiaires d'une protection internationale correspond plutôt à un processus d'intégration, d'insertion ou bien de réinsertion? Alors là, on a eu une majorité, mais pas absolue, de répondants et répondantes qui estiment qu'il s'agit là d'un processus plutôt d'intégration, puisqu'on a eu 48% de réponses. Enfin, 45% de répondants qui estiment qu'il s'agit plutôt là d'un processus d'insertion. Et enfin, 9% qui estiment qu'il s'agit là d'un processus de réinsertion. Alors, face à ces différents constats, nous trouvions utile d'échanger avec Madame Kaba afin de développer des pistes de réflexion sur cette question de l'identité du travail social et de tout ce qui en découle, notamment dans le domaine de l'intégration des personnes BPI, donc bénéficiaires d'une protection internationale. Alors, bien évidemment, ce webinaire ne vous aidera pas, enfin, ne vous donnera pas des réponses et des solutions concrètes, mais vous aidera plutôt à prendre du recul dans votre quotidien et sur vos pratiques du terrain. Donc, avant de passer la parole à Madame Kaba, je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de poser vos questions dans le chat, pour que l'équipe de Reloref se charge de modérer vos questions et de nous les relayer à la fin du webinaire. Et si ça vous convient, Madame Kaba, je vous passe la parole pour que vous puissiez nous partager quelques réflexions sur l'identité du travail social. Et je crois que vous avez prévu de débuter votre intervention par une petite présentation un peu historique de l'action sociale et du travail social. Merci. Merci, Amy. Bonjour à toutes et tous. Donc, je ne vous vois pas, je ne vois que quelques personnes. Vous m'entendez bien? Ok, très Très bien. bien. Merci. Je vais me présenter d'abord. Je suis donc Frédérique Kaba, je suis à la direction des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. Mon travail est de soutenir l'action de lutte contre les exclusions et le mal logement avec des associations, à peu près 600 partenaires en France, en grande majorité, et à l'international. Je travaille avec une équipe de 25 personnes. Au départ, je suis assistante de service social, assistante sociale, c'est ma formation initiale, ma corporation, mais aussi encore mon identité de métier. C'est important pour moi de me situer aussi par rapport à cette intervention. Mon intervention ne va pas être exhaustive. La question de l'action sociale et de l'intervention sociale et du travail social est très vaste. Je vais me concentrer plutôt sur pourquoi l'histoire a construit une identité ou des identités du travail social, comment l'organisation de la réponse par le travail social en France est particulière, et enfin, comment vivre son identité, ou en tout cas interroger cette identité au quotidien. Je ne suis pas une spécialiste de la question de la protection internationale des personnes. Elle m'intéresse, cette question. Nous soutenons de nombreuses actions à ce sujet à la Fondation Abbé Pierre. Donc, mon propos va plutôt être d'amener ce que je peux travailler, notamment en formation d'école du travail social, autour d'une histoire partagée et partageable, et qui, voilà, n'est pas exhaustive, mais qu'on peut essayer de faire exister ensemble et de débattre ensemble. Je vais commencer par situer de là où je parle. Je parle de la question d'une action sociale qui se fonde sur deux courants. Le premier, certainement celui de l'Église, des églises, qui ont été en rapport avec la pauvreté et ont été l'organe de réponse pendant des siècles aux questions de la pauvreté. Je ne vais pas aller dans le détail parce que ça serait une intervention très longue, mais il me semble que c'est une entrée importante en termes de travail social en France. Et puis la seconde, c'est autour des solidarités démocratiques. Les solidarités démocratiques, elles se fondent à partir de la Révolution française et de la Commune, et ce sont des collectifs de citoyens empêchés, relégués, souvent ouvriers, qui vont, par leur organisation, construire des courants différents qui vont apporter des solutions concrètes à des problématiques du quotidien. Alors, ça parle évidemment des fondamentaux de la sécurité sociale et des mutuelles,
solutions qui sont toujours existantes et qui sont toujours à l'œuvre. Ça parle aussi des coopératives, de la manière dont on organise l'outil de travail, le stockage, la répartition des bénéfices du fruit du travail. Ça parle aussi des courants de l'associationnisme, et c'est peut-être sur celui-là que je vais être plus fixée, et qui sont ces trois courants, certainement ceux qui ont irrigué les solutions d'aujourd'hui en termes d'action sociale, d'intervention sociale et de travail social. Donc, je pense que c'est important de le resituer dans l'histoire et de situer de là où je parle. Je parle beaucoup d'économie sociale, évidemment, et des lieux et des espaces de citoyenneté qui ont construit des solutions sociales au quotidien et qui, de mon point de vue, sont l'amorce du travail social d'aujourd'hui. La deuxième chose que je vais dire, c'est que je vais parler de l'action sociale, et on va évacuer ce terme-là parce qu'on a un problème sémantique en France sur la désignation de ce qu'on appelle intervention sociale, action sociale, travail social. L'action sociale, c'est un terme qui a été créé par un sociologue qui s'appelle Max Weber et qui fonde sa sociologie à partir de l'individualisme méthodologique. Je ne vais pas aller très loin sur cet aspect-là, juste dire que c'est une nouvelle manière de regarder les phénomènes qui se passent dans la société, et il s'agit pour lui de comprendre des phénomènes sociaux à partir des individus qui entrent en interaction. Voilà, donc de l'observation, du regard qui est porté, du propos aussi de l'individu. Et c'est un changement important en sociologie, et c'est peut-être quelque chose aussi qui peut faire repère pour nous. Weber, il construit une théorie de l'action sociale, et il classe ces différents types d'actions par des actions qui sont issues d'actions traditionnelles qu'on va appeler coutumes, des actions effectuées par habitude. Il va regarder aussi les actions affectives, c'est-à-dire de l'ordre des réactions émotionnelles immédiates à une émotion. Et puis, il va regarder aussi les actions qu'il va appeler rationnelles, en valeur ou en finalité. Bref, ce sont des actions qui reposent sur l'analyse de l'acte de l'individu et des valeurs auxquelles il adhère. Et il me semble que c'est déjà une entrée qui est assez intéressante pour regarder la notion de travail social. C'est vraiment, de mon point de vue, le travail social, la question de l'interaction d'individu à individu, et évidemment la question de comment cela fait valeur commune ou valeur individuelle qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas. Alors, le travail social, il est multiple. Il y a une personne, l'enquête était intéressante sur le retour, sur les identités, la difficulté à le définir, la multiplicité des identités. Je suis plutôt d'accord avec cette entrée-là, c'est-à-dire effectivement, elle se construit, cette culture du travail social, dans des dimensions historiques différentes, avec des traditions historiques différentes. On parlait de l'Église et de l'identité qui est plutôt axée sur les solidarités démocratiques, mais elle s'inscrit aussi dans des organisations différentes, puissances publiques, associations, et en dessous de ces organisations différentes, des attentions particulières à des thématiques. La question de l'entreprise est première sur la création du travail social. Le monde de l'entreprise, au moment de l'industrialisation de la France, plutôt vers la fin du 19e siècle, a construit une identité du travail social à partir du travail, de l'accompagnement des ouvriers, ce qui donnera lieu notamment à l'identité des assistantes sociales, et qui, ce travail était régulé autour d'une norme et de la nécessité de ramener ces ouvriers, et notamment des populations qui venaient de la ruralité, et pour qu'elles se norment et des habitudes de vie qu'on estime être normées. Donc, il y a déjà une notion de contrôle social qui se fait jour. Il y a les questions de la santé aussi, qui sont portées par l'Église à un moment donné, et puis qui vont donner lieu à des notions de médico-social, et notamment au développement associatif du médico-social. Et puis, il y a tout ce que l'on peut connaître au travers de ces solidarité démocratique, d'associations qu'on va appeler plutôt du côté de l'éducation populaire, et qui vont donner lieu à ce champ de l'éducation populaire. Donc, on a une diversité d'identités, une diversité d'organisations et une diversité de métiers. Ce qu'on peut se dire, c'est que les travailleurs sociaux interviennent donc dans des champs et des organisations différentes, avec des missions disparates,
qui se font parfois écho, mais qui sont aussi parfois dans l'ignorance les unes des autres. Il y a concrètement aujourd'hui, dans la réponse du droit commun, dans ce que nous faisons au quotidien, dans ce que font les associations ou les services sociaux au quotidien, parfois une méconnaissance ou une ignorance de tout ce qui existe et parfois pas de mise en relation. Et puis, à certains endroits, du faire réseau, des mises en relation très, très fortes. En tout cas, ce qu'on peut dire dans l'histoire, c'est que chacune de ces identités de structure professionnelle, elles se sont construites en silo, hein, vraiment sur une intention de conserver un regard spécialisé, spécifique, un regard culturel qui est irrigué à la fois par le métier, à la fois par l'organisation et à la fois par l'objet qui est poursuivi par le travail social. Permettre l'accès aux droits, favoriser une équité de traitement, protéger l'enfance, voilà, des sujets qui sont extrêmement différents et qui ont conservé une certaine spécificité et qui du coup conservent une culture et une identité particulière aux travailleurs sociaux qui interviennent dans ces champs. Ce que je peux dire, c'est que sur les métiers, on va croiser à la fin du 19e et au début du 20e 2 enjeux qui vont être très très forts. Un premier, et c'est ce que dit Max Weber, c'est une organisation sociale qui se différencie, c'est-à-dire qu'il y a pouvoir et contre-pouvoir qui s'organisent, et à l'intérieur de ces pouvoirs et contre-pouvoirs, l'associationnisme va permettre d'organiser les citoyens pour tenter de construire des réponses sociales du quotidien aux personnes qui sont les moins bien traitées par la société. Et ça, c'est un des fondamentaux. Le deuxième, c'est que cet associationnisme va donner lieu à une loi qui s'appelle la loi Association Loi 1901, qui est créée donc en 1901, 4 ans avant la séparation de l'Église et de l'État. Et si elle est créée, cette identité juridique, cette entité juridique, c'est pour permettre une organisation à la fois des citoyens et de la contrôler. Je rappelle que c'est le préfet qui valide la possibilité d'une existence d'une association, et en même temps permettre à l'Église de pouvoir trouver un support juridique pour continuer ses activités. Donc, elle a 2 enjeux, cette loi première, elle en aura d'autres, effectivement. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi des associations? Elle dit que les citoyens peuvent s'organiser et peuvent se mettre ensemble pour construire des solutions des quotidiens qui ont de multiples objectifs, mais qui doivent partager un objectif qui ne doit pas être atteint, c'est la notion de profit. Donc, tout de suite, elles sont inscrites dans quelque chose qui se différencie de l'entreprise, du capital et aussi de la puissance publique. Donc, la création de ce statut juridique va irriguer différents courants. Bien sûr, l'Église, qui va pouvoir continuer à organiser sa réponse sociale et sociétale sur différents aspects, de la gestion de son patrimoine à la question de l'asilaire, qui est encore présent, à la question aussi de la santé et aussi à la question des œuvres, hein, de la charité, du don, qui va pouvoir trouver un espace de réponse. L'autre courant, c'est certainement les mouvements issus de l'éducation populaire, qui est très, très fort, hein. C'est un courant qui va irriguer des organisations très différentes. Je vais en citer quelques-unes, les pupilles de l'enseignement public, l'AJOC et toutes les associations aujourd'hui qui interviennent et qui intervenaient déjà dans les quartiers, notamment dans les quartiers populaires. Elle peut aussi être complètement à l'initiative d'associations de lutte contre l'exclusion, du mal logement ou pour l'accès aux droits des personnes, hein. Il y a vraiment cette identité, elle se diffuse beaucoup. Et puis, il y a bien sûr toutes les actions médicales et notamment du médico-social qui vont se consolider. Dans le même temps, nous sommes dans un environnement qui évolue d'un point de vue des métiers et à partir de la fin du 19e siècle est créé le premier métier du travail social qui est le métier d'éducateur spécialisé et qui est créé par un collectif, un assemblier de notables issus de la justice et qui vont militer beaucoup et se donner un objet très puissant de sortir de la criminalisation des mineurs et donc de plutôt penser des actions éducatives et notamment éducatives par le travail qui vont être à la fois du côté de centres d'éducation fermés, hein, qui existent déjà, mais aussi de lieux d'apprentissage et qui va donner lieu plus tard au métier de l'animation qui sera repris
par le secteur de l'éducation populaire très fortement, mais qui au départ est autour de comment accompagner les enfants qui auraient dû être incarcérés ou qui l'ont été, à devenir des citoyens modèles, et notamment par le biais de l'éducation et par le biais du travail. Il y a un deuxième métier qui va voir jour, c'est celui des assistantes sociales, qui sont au départ assistantes sociales et infirmières, qui vont être créées un petit peu plus tard, mais qui seront créées à partir d'un débat très très fort, qui est un débat qui sera le mouvement de la question sociale, qui voit jour au milieu du 19e et qui va s'étaler jusqu'aux années 30, 1930, où on a un métier qui est créé, et un métier qui a été initié aussi par l'Église, en partage avec les métiers des infirmières, et qui sera traversé par des tensions très très fortes, puisqu'il y a l'avènement de l'école laïque qui va beaucoup traverser ce métier aussi, et puis les mouvements féministes qui vont aussi irriguer ce métier. Donc on a déjà dans les cultures et dans les identités des croisées qui vont être des croisées à la fois éminemment techniques, mais aussi éminemment philosophiques et stratégiques d'un point de vue de la transformation sociale. Il y a bien sûr d'autres métiers qui vont naître autour de l'animation, conseiller en économie sociale et familiale. Voilà, c'est donc une structuration des métiers du travail social qui, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment du Conseil de la Résistance, vont être repris par le Conseil de la Résistance, qui le projette dans deux objectifs qui existent toujours. Un premier qui est une société assurantielle, je cotise et j'ai un droit de tirage sur cette cotisation, et en même temps, je partage quelque chose qui est une contribution au collectif, au bien commun. Et puis, l'aide sociale, qui sera notamment initiée par un premier décret en 1954, et qui va être un décret de l'aide sociale extrêmement fondateur, et fondateur notamment pour toutes les situations de pauvreté et de marginalité. J'espère que je ne vais pas trop vite parce que je ne vous vois pas. Et du coup, Oui, ça va? Oui, tout va très bien. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez, on les transmettra à la fin des échanges. Très bien. Merci à vous. Donc, je vais continuer. La Seconde Guerre mondiale, c'est un moment extrêmement important puisque ce Conseil de la Résistance va construire cette société, cette réponse sociale, qui est une réponse sociale fondamentale et qui donc initie cette société assurantielle et de l'aide sociale. Je voudrais juste faire un petit détour pour les sujets qui vous concernent, bien sûr. C'est que deux dates importantes, il me semble, 1914, premier statut international des réfugiés en France, donc évidemment les Lumières, alors avec tout ce que ça peut avoir d'ambivalent, hein. Je rappelle qu'en 1914, les colonies françaises sont encore très actives, l'esclavage est très actif aux États-Unis, il a été aboli en France, mais des questions restent très 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 fortes sur les colonies et sur les colonies d'occupation et des Caraïbes, bien sûr. Et puis une deuxième date, c'est 1952, c'est aussi le Conseil de la Résistance, c'est vraiment la notion de protection avec la création de l'OFPRA, et donc voilà, quelque chose qui investit une réglementation, des règles particulières, et qui donc cible la question de la protection des personnes réfugiées. Et dans le même temps, à cette époque, nous avons un sujet en France autour des bidonvilles, autour de l'arrivée massive de travailleurs venus des colonies, issus des colonies, qui vont être traités de manière particulière, qui sont français, puisque ces pays et ces régions de pays sont occupées par la France, et qui, en même temps, vivent des moments et des situations extrêmement violentes. C'est ce qui va donner lieu à deux choses dans le gouvernement qui va suivre le Conseil de la Résistance. Le premier, c'est un développement à marche forcée du logement, et pour cause, beaucoup d'habitats indignes, beaucoup de bidonvilles. Mais cette intention, elle est double. D'abord, elle répond certainement à une recherche de réponses dignes aux personnes, quelle que soit leur origine.
Et par ailleurs, elle correspond aussi à une notion de contrôle social et de visibilité et de lisibilité des trajectoires et des parcours, et notamment des populations issues des colonies. C'est à ce moment-là qu'on va créer les foyers de travailleurs migrants, qui sera une réponse de contenir des situations qui ne pouvaient plus l'être dans les situations de bidonville. Excusez-moi de ce petit décroché, mais je pense qu'il est assez à la fois illustratif de l'ambivalence de la puissance publique, à la fois sur une recherche d'évolution sociale et de qualité de prise en compte des populations, y compris des plus pauvres, et en même temps de constamment faire redescendre sur les populations les plus pauvres, les plus exclues ou les plus dites marginales, des règles qui doivent les ramener vers la norme. Et les travailleurs sociaux vont être pris dans cette situation de devoir ramener aussi les personnes à ce moment-là vers la norme. Donc en 1954, il y a un décret qui sort de l'aide sociale et c'est la création des CHRS. Les CHRS, ce sont à l'époque les centres d'hébergement et de réadaptation sociale. Et on reparlera de ces notions de mots. Et la réadaptation sociale, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux femmes prostituées, elle s'adresse aux vagabonds, elle s'adresse aux personnes qui sortent de prison et elle s'adresse aux personnes qui sortent de l'asile. Donc, il y a une qualification de 4 populations pour laquelle on dit que le CHRS, à ce moment-là, évidemment plus aujourd'hui, mais à ce moment-là, va être le lieu et l'espace de réadaptation de la marginalité et de comment on va ramener des personnes qui se sont mises aux marges de la société, ou on estime qu'elles se sont mises aux marges de la société, comment on va les ramener dans le bon chemin de la norme et comment on doit les réadapter et les éduquer pour qu'ils reprennent ce chemin de la norme. Et c'est important de le noter. En même temps, c'est la construction d'un service social public avec une polyvalence de secteur, avec une DAS, avec un hospitalier, avec le scolaire, avec le monde de l'entreprise qui continue à développer son service social et qui raconte ce qu'on appelle le service social de droit commun, c'est-à-dire qu'il y aurait une unique guichet, une unique entrée qui serait voilà, le lieu de la réponse du droit commun. On est en 1954. En 1959, les Nations Unies commencent à définir ce qu'est le travail social. Ils proposent une définition de cette notion de travail social. Je vais vous la citer. Le travail social est une activité d'aide dirigée vers les problèmes qui affectent le bien-être économique et social, une activité à but non lucratif et une activité de liaison, soucieux de maximiser les ressources pour le bien-être et de faciliter leur utilisation. On parle d'une égalité sociale, d'une inéquité de traitement, pardon, qui est en flou, qui est en décor de ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est qu'il s'agit de retrouver un bien-être économique et social. Et surtout, ce qui est dit, c'est que le travail social est une activité à but non lucratif. Donc, d'un point de vue mondial, on inscrit le travail social du côté du non lucratif. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut que j'avance parce que le temps avance aussi. On se retrouve dans les années 60 et 70, donc on a bien un travail social qui s'est structuré du point de vue du droit commun, une réponse à la question de l'exclusion et à la question de la marginalité du côté de la normalisation, et puis aussi un secteur associatif qui se développe et qui évolue et qui est extrêmement militant et qui s'inscrit dès le début des années 60 dans une forme de contre-pouvoir assumé. C'est-à-dire qu'il va avoir de cesse, après ces décisions de loi extrêmement progressistes et de solidarité nationale, va rappeler à l'ordre l'État et certaines collectivités territoriales, assez tôt d'ailleurs, sur leur obligation à répondre et à traiter des inégalités sociales et à traiter de l'inéquité sociale. Pendant ce temps, le travail social se construit avec ses identités différentes, mais se construit beaucoup autour d'une injonction de l'État, quand les financements commencent auprès des associations, mais autour du service public surtout, du côté du contrôle social. Et il se passe quelque chose au tournant des années 70 qui va être très fort et qui va être illustré par une revue. Alors, je pense que tout ce que je vous dis aura une liste de références. Une revue qui est une revue assez connue, la revue Esprit,
en 1970, sort un numéro qui est construit par des sociologues, et notamment sous l'égide de Claude Dubar, sociologue qui évidemment analyse les phénomènes sociaux et qui marque la profession du côté du contrôle social. Et elle produit une enquête, un résultat d'enquête autour de 22 questions. Et ce qu'il en sort, c'est que au travers des enjeux et des formes d'intervention, Dubar et son équipe de sociologues révèlent que les travailleurs sociaux, et je cite, alors excusez-moi, je ne vais froisser personne, essayer de froisser personne, mais c'est l'époque qui dit ça, que les travailleurs sociaux ont une grave méconnaissance des mécanismes sociaux, un désintérêt pour les conflits, une incapacité à situer leur action dans un contexte sociopolitique, un désarmement complet face à une réflexion en termes autres qu'individuels. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les travailleurs sociaux sont dans leur silo, c'est que les travailleurs sociaux sont très pris par la question du contrôle social et la question de la réadaptation des profils. Ce que je pense qui à l'époque était partiellement vrai, voire sur certains aspects du travail social totalement faux, mais il y a quelque chose de militant dans cette manière de désigner le travail social, et ça va provoquer des choses importantes, ça va provoquer l'accélération de l'intervention du champ clinique et donc de la psychanalyse sur le référentiel du travail social, et qui va beaucoup équiper les écoles du travail social notamment, et qui va renforcer le travail social du côté du transfert et du contre-transfert, et asseoir cette identité de la relation individuelle, alors même qu'elle est aussi très calée, et ça on en reparlera à la fin de mon intervention, sur la question du regard social qui est porté par les travailleurs sociaux, sur le diagnostic qu'ils peuvent faire du monde dans lequel les personnes interagissent, et puis sur aussi quelles sont les ressources que les personnes peuvent trouver pour sortir de leur situation. Mais il y a quelque chose qui se raconte et qui se crispe sur la question de la psychanalyse et du travail social. Bref, les sociologues rejettent le travail social, disant nous sommes des sociologues, les travailleurs sociaux sont voilà, des agents du contrôle social, et les assistants de service social et plus généralement les travailleurs sociaux vont essayer de se démarquer de cet étiquetage et plutôt se mettre du côté d'une position d'agent de changement. Et qui, en même temps, va venir contrer d'un point de vue politique et sémantique cette espèce de désignation du contrôle social. Alors, est-ce que le travailleur social est un agent qui normalise? C'est une question importante. On pourrait se référer à un sociologue américain qui a travaillé sur la notion de contrôle social, qui est Howard Baker, et qui parle, lui, de plutôt contrôle au sens de contre-rôle, c'est-à-dire un rôle qui est différent, et non pas forcément que armé par la notion de ramener les personnes dans la norme. Et donc, il est intéressant d'aller regarder Howard Baker, et notamment dans son ouvrage Outsider, qui parle justement de cette capacité des travailleurs sociaux et de ceux qui sont chargés de l'action sociale, puisqu'il est à une époque où le travail social n'est pas développé tel qu'il l'est aujourd'hui, mais qui différencie l'intervention du travailleur social de celle du contrôle social, qui se manifeste dans l'application d'une sanction qui est internalisée par le sujet, mais plutôt lui va travailler sur la question de l'influence du travailleur social. Comment, par l'estime que porte le travailleur social à la personne qui l'accompagne, à la famille qui l'accompagne, au collectif qui l'accompagne, comment cette estime qui est portée dans le cadre d'un dévouement, d'une mise à disposition de soi, et on en reparlera aussi d'un point de vue de l'identité, peut agir une fonction de contre-rôle social plutôt que de contrôle social, c'est-à-dire d'être un acteur qui transmet. Je ne parlerai pas d'acteur-passeur, même si c'est une fonction sociologique de parler de l'acteur-passeur, parce que je pense que ça fait référence à des choses plus difficiles, notamment pour l'ensemble des intervenants sociaux qui sont là aujourd'hui, mais c'est vraiment la question de la passerelle, de l'acteur, de celui qui peut traduire, de celle ou celui qui peut être à l'écoute de l'altérité, de la différence, d'une manière de se projeter dans la société difficile, parce que parfois incomprise, parce que parfois pas repérée, tout le monde n'a pas les repères, et en même temps d'investiguer ce rôle-là pour aller vers
quelque chose du registre de la transmission vers la norme, c'est-à-dire comment il y a un équilibre extrêmement difficile qui nécessite beaucoup de risques, de prise de risque, qui permet de faire tenir tout le monde, ceux qui sont les plus éloignés de ceux qui font partie de la norme. Je rappelle que la norme se recompose. Je vais avancer vers les années 80-90 parce que je vois que le temps passe et je veux pas être trop... Je veux laisser du temps s'il y a des échanges. En France, ce qui se passe, c'est que les associations continuent à se développer. Elles ont continué à développer des réponses, parfois des réponses qui ne sont pas, et très souvent pas financées, avec des cohortes de bénévoles engagés et qui, au tournant des années 80, par l'émanation de ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, par l'installation aussi d'une réponse sociale globale et totale, qui est le RMI. Je rappelle qu'avant 88, il n'y avait pas de revenu minimum pour les ménages et pour les personnes. Eh bien, il y a un phénomène qui se passe qui est politique, et notamment avec l'avènement du Parti socialiste au pouvoir, qui va favoriser un financement des associations. Alors, pour deux raisons. Je vais être assez courte sur cet aspect-là. Le premier, c'est que le gouvernement Mitterrand, la première raison, c'est que le gouvernement Mitterrand estime que le service social public est en panne face à l'arrivée des nouveaux pauvres. Hein, il y a quelque chose qui se passe qui est compliqué avec le service social dit de droit commun, qui d'ailleurs est déjà réduit dans ses moyens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il désigne les associations comme un espace d'innovation. Et à partir du milieu des années 80-85, les financements vont commencer à être remis aux associations et vont permettre de lutter contre les précarités et la précarité et l'exclusion, et vont permettre de professionnaliser les associations. Donc, nous avons un socle d'associations au départ qui étaient bénévoles, qui vont petit à petit intégrer. Alors, certaines associations bénévoles étaient créées par des travailleurs sociaux de la puissance publique qui avaient décidé de créer leur propre réponse. Hein. Je pense notamment au SAMU social de Lyon dans les années 70. Ça existe aussi. Mais de manière générale, ce sont des bénévoles qui vont être professionnalisés sur deux registres. Le premier, celui de la fonction du travail social. En gros, l'État dit « nous ne pouvons pas financer », alors ça vient petit à petit, hein, des actions qui ne seraient pas portées par des personnes diplômées d'État. Voilà, il y a cet enjeu-là qui est très fort. Et puis, le deuxième aspect, c'est un aspect de professionnalisation de l'organisation qui va advenir dans les années 2000, mais qui petit à petit augmente. Pendant ce temps, en France, beaucoup de lois sont promulguées, loi logement, loi de lutte contre les exclusions, qui sont les lois d'identification de l'errance. Et on voit cette errance qui évolue, hein, des populations qui sont bien sûr dans la plus grande précarité et la plus grande pauvreté, et qui n'ont pas de réponse institutionnalisée et instituée. Je rappelle que les CHRS se sont ouverts à ces populations petit à petit. Au départ, c'était des réponses très spécialisées. Hein. Année 2000, le travail social se professionnalise donc dans les associations et il se passe quelque chose de très important sur le financement des associations, toutes catégories confondues. Hein, alors, sachant que les associations de l'enfance et les associations dites médicales ou du handicap ont vécu cette professionnalisation avant. La réglementation budgétaire et la posture de l'État de gestionnaire à partir des années 2000, au travers de RGPP et de MAP, sont des réglementations qui permettent de réviser hein, la puissance publique, les fonds de la puissance publique, va organiser une réponse budgétaire au travers des BOP, hein, budget opérationnel. Et l'ensemble de cette réglementation va obliger les associations de décaler la manière de négocier et de ne plus être dans une négociation locale. Je rappelle que c'était beaucoup les préfets qui avaient à leur main les financements, mais aller vers la question des ministères et vers la question thématique des réponses sociales. Et ça va induire deux choses, deux notions. Une notion de rendement et une notion de professionnalisation gestionnaire, c'est-à-dire qu'il va falloir justifier de l'euro dépensé. L'a priori qu'il y a sur les associations à ce moment-là et qui court toujours, c'est que les associations ne gèrent pas bien.
Ce sont de gentils bénévoles, engagés, qui ont envie de faire le bien, mais qui ne gèrent pas bien. Et le problème de l'action sociale et le problème du travail social et du secteur associatif, mais d'autres aussi, c'est de ne jamais avoir fait la démonstration qu'avec très très peu, nous gérons énormément de difficultés et énormément de contradictions. Et j'en viens au métier. Le métier du travail social est pris à partir de ces années 2000 dans une lisibilité des contradictions. La contradiction de l'euro dépensé de la puissance publique qui vient heurter la contradiction de l'absence de moyens suffisants pour apporter des réponses dans le domaine public aux personnes précaires et en situation de pauvreté. Et puis, quelque chose qui se répète et qui est en tension du point de vue du politique, mais de certaines associations ou aussi de certains services publics, pas de tous, hein, services sociaux publics, c'est la question d'une représentation de la pauvreté qui est fragilisée, qui est en immense difficulté et qui ne peut pas d'elle-même s'organiser pour construire ses propres réponses. Donc toujours une réponse de la puissance publique et des mesures de dispositifs qui sont extrêmement descendantes et extrêmement contraignantes. Et j'en profite pour faire un décroché et pour dire, et notamment pour les personnes qui sont réfugiées ou qui sont sous protection internationale, il y a une vraie différence quand on est pauvre et quand on n'est pas pauvre dans ce cadre-là. Il y a une vraie différence quand on peut bénéficier d'un réseau familial, de solidarité collective ou communautaire, pardon de ce terme parce qu'on pourrait avoir beaucoup de temps pour le définir, mais voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, qui font la différence entre les personnes qui n'ont pas de moyens et les personnes qui ont des ressources financières. Et c'est de ça aussi dont on peut parler pour le travail social. Le travail social, il s'est beaucoup aujourd'hui concentré, déplacé vers le sujet de la pauvreté et il est acteur de la justification que la personne pauvre, quelle que soit son origine, quel que soit son statut administratif, doit être prête à faire société, doit être prête à être dans une posture sociale normative. Et c'est, je pense, important de se le rappeler. Donc la dénomination de travail social, elle passe un peu du côté de l'intervention sociale parce qu'elle illustre de changements importants. Il y a des nuances qui sont faites sur l'intervention sociale, une meilleure compréhension en tout cas du travail social. Je ne suis pas sûre de l'ensemble des citoyens français, pardon, de la société civile. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'images qui circulent autour de l'intervention sociale et du travail social, autour d'une histoire qui est passée ou d'une histoire fantasmatique. Hein. L'assistante sociale enlèverait les enfants, l'éducateur spécialisé serait là pour un peu jouer avec des enfants. Il y a quand même quelque chose qui n'a pas été approprié et qui, je pense, est porté d'une part par notre responsabilité collective, qui n'est pas une responsabilité individuelle, mais qui est l'impossibilité d'une organisation corporatiste forte. Alors dernièrement, dans le cadre de la négociation de la revalorisation des salaires, je trouve qu'il y a eu des organisations qui se sont voilà, manifestées, qui ont pu se manifester dans l'espace public, mais je dois dire que pour la société civile, il est très difficile de comprendre de quoi est fait le travail social, de qui il s'agit et de comment il agit, pour toutes les raisons qu'on s'est dit, à la fois historiques, mais de la diversité des interventions aussi. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire à ce propos, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à travailler du côté du savoir et du côté de comment les travailleurs sociaux peuvent être porteurs de leur propre conceptualisation du travail social et aider à l'appropriation du travail social. Donc, de mon point de vue, il y a quand même un travail à faire de ce côté-là. Donc, les années 2000, c'est beaucoup de tensions autour du financement et de tensions autour d'un financement juste du travail social qui est objectivement au front des difficultés sociales, au front de la pauvreté, au front de l'accueil de personnes qui sont extrêmement violentées d'un point de vue social et parfois dans leur parcours et dans leur trajectoire, et vous en savez quelque chose, et en même temps qui n'a de cesse de rabioter, de diminuer, de ne pas considérer cette action comme une action fondatrice d'une société égalitaire et aussi apaisée. Et c'est peut-être à cet endroit-là que le travail social pourrait aussi revendiquer une position qui soit plus forte et plus visible. Mais encore une fois, face à la diversité et à la constellation
de l'intervention sociale et du travail social, c'est extrêmement difficile à organiser. Je voudrais juste faire un détour par Saul Kars, qui est un chercheur qui a travaillé sur le travail social et qui est, de mon point de vue, très intéressant. Saul Kars, il est reparti effectivement des travaux de Max Weber, qui a donc défini l'action sociale et puis des idéotypes. Hein, et puis, Saul, il a travaillé sur 3 figures majeures du travail social, la charité, la prise en charge et la prise en compte. C'est aussi ce qui illustre de cette évolution historique et de bien comprendre là où on se situe. Exactement, Saul Kars, pourquoi le travail social. Et je trouve que voilà, c'est une référence qui est très intéressante et qui voilà, peut vous aider à un moment donné à les sourcer, à les puiser, à être, voilà, être un peu sur l'accompagnement au recul et sur la prise en compte de ce métier qui est un métier assez, enfin, qui sont des métiers assez particuliers. En tout cas, ce qu'il permet, Saul, c'est d'éclairer la systémie du travail social, qui, de son point de vue, s'appuie autant que de besoin sur l'une ou l'autre de ces figures, c'est-à-dire que ces figures ne sont pas réservées à des institutions ou à des filières du travail social, mais que le travailleur social, de son point de vue, utilise dans sa connaissance et dans son parcours et dans la trajectoire qu'il a eue ces différentes figures, qu'elles sont utiles et qu'elles sont liées à l'institution dans laquelle le travailleur social intervient, aux valeurs de cette institution et bien sûr aux objectifs qui sont fixés aux équipes, et que c'est à l'intersection de tout ça que ces équipes intervenantes font quelque chose d'assez génial, enfin, que moi j'aime beaucoup. Alors, je fais partie de la Corporation des travailleurs sociaux, donc je les défends et je trouve que les travailleurs sociaux font quelque chose de très fort, c'est qu'ils sont capables d'agréger ces cultures, leur trajectoire, ces identités, parce que c'est plusieurs identités, et en même temps de les rejouer dans un environnement qui bouge, dans un contexte qui est mouvant, qui est beaucoup rappelé par une loi qui s'applique peu, hein, on peut se le dire. Il y a un écart entre l'intention du législateur et la réalité de son opérationnalité dans la vraie vie, et qu'à l'intérieur de ça, les travailleurs sociaux, qui ont une connaissance des dispositifs légaux, de l'environnement, de dispositifs économiques, mais aussi du secteur associatif, qui repèrent les alliances possibles, et bien à l'intérieur de ça, ils créent des marges de manœuvre avec les gens. C'est-à-dire que effectivement, les gens, malgré des situations, les personnes, malgré des situations extrêmement violentes, ne meurent pas. Hein. Elles sont vivantes. Alors, à un prix très coûteux, mais elles résistent et elles tiennent. Et parfois, elles sortent de l'extrême précarité. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'aller regarder du côté de l'agilité et de la capacité de résilience, pardon de ce terme qui invoque beaucoup de choses aussi, que les travailleurs sociaux peuvent initier dans la relation individuelle, dans la relation à la famille, mais dans la relation au collectif des personnes en situation de précarité aussi. Je vais m'arrêter 2 secondes sur le CESE, sur ces années 2000. Le CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental, il crée une définition de la fonction du travailleur social. Et lui, il l'ancre sur la notion de rétablissement social. Et le CESE, il dit, est considéré comme un travailleur social toute personne qui, par un choix professionnel, un engagement permanent et une intervention constante, participe avec ses partenaires au rétablissement du lien social pour des personnes ou des groupes frappés par des difficultés d'ordre social. Et donc là, on ne parle plus d'inégalité, on parle de toute difficulté d'ordre social. Et c'est intéressant de revenir à cette définition première aussi, où le travail social, de mon point de vue, devrait s'ancrer sur quelque chose de plus préventif que sur quelque chose qui est toujours d'aller écoper des situations de précarité qui sont de pire en pire. En tout cas, sur cette définition, la notion d'engagement est valorisée comme l'action constante du professionnel en lien avec des partenaires. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a professionnalisé l'action sociale et l'intervention sociale, le travail social. On lui demande de se comporter comme un professionnel et en même temps, ce professionnel est teinté d'engagement et d'une forme peut-être d'obligation à l'engagement. C'est la définition du CESE, Conseil économique et social. Et cette notion d'engagement, elle est ambivalente. Elle est ambivalente si on revisite notamment
l'histoire qu'on a revisité ensemble par quelques entrées, hein, évidemment, l'intervention est assez courte. Normalement, c'est une intervention que je fais et qui dure une journée, une demi-journée à une journée. Donc, c'est un peu court, mais c'est intéressant de revisiter combien les mots et les termes ont été importants. La notion de réadaptation, je vous en parlais, autour du décret, qui parle de point de vue de ramener à la norme. La notion d'insertion, hein, qu'on peut repositionner autour des années 80, qui a été un terme beaucoup utilisé, et qui nous dit que l'insertion sociale, c'est faire évoluer une personne isolée ou marginale vers un état où les échanges, un état personnel, individuel bien sûr, un état où les échanges avec son environnement social sont considérés comme satisfaisants. Alors, c'est comme la notion d'autonomie, la notion de satisfaction. Hein, on a tous un curseur sûrement qui positionne ça. La notion d'intégration, hein, l'intégration, c'est un processus qui permet à une personne ou à un groupe de personnes de se rapprocher et de devenir membre d'un autre groupe plus vaste par l'adoption de ses valeurs et des normes de son système social. Donc, il y a une notion d'apprentissage. Et puis enfin, l'inclusion, qui est plutôt les termes qu'on a utilisés dernièrement et qui se rapprochent aussi du rétablissement. L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société. Il y a 5 pierres angulaires qui ont été identifiées sur l'inclusion: la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement humain, l'implication et l'engagement, la proximité et le bien-être matériel. Effectivement, ce sont des définitions, et notamment la dernière, qui se différencient de la notion d'application de la loi. Hein. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, entre la promulgation d'une loi, l'intention du législateur, qui très souvent a été portée d'un point de vue militant aussi par le secteur associatif, dans le cadre de ce qui est la lutte contre les inégalités sociales, eh bien, notre travail et le travail du travail social, c'est d'aller vérifier que ces lois et ces réglementations sont bien appliquées et sont bien respectueuses à la fois de l'identité et de la trajectoire des personnes qui doivent en bénéficier. Et évidemment, l'écart est conséquent. Alors, on arrive à bientôt 10h30. Est-ce que certains ou certaines ont des questions? On va pouvoir bientôt passer aux échanges. Est-ce que certains ou certaines souhaitent poser des questions dans le chat que l'on puisse transmettre, ou alors prendre la parole tout simplement pour dialoguer avec notre intervenante? Je vous laisse continuer, Madame Capa, et puis Pas de problème. Je vais terminer parce que c'est vrai que je suis bavarde, pardon. Du coup, je me lance. Je voudrais juste parler de quelque chose et de la représentation de la pauvreté, notamment, et de la précarité. La représentation de la pauvreté et de la précarité est très importante dans notre quotidien. C'est une représentation avec laquelle les travailleurs sociaux, les intervenants sociaux, et je pense que l'ensemble des citoyens devraient engager de la réflexivité. Nous avons tous des représentations sociales très fortes sur la pauvreté et nous avons tous un travail à faire pour faire un pas de côté et toujours nous ramener vers quelque chose qui soit du respect de l'intégrité de l'autre, qui fait que nous ne projetons pas une identité ou un enfermement à la personne, nous ne lui appliquons pas d'enfermement, et c'est important ce respect-là. Et je pense que les travailleurs sociaux ont cette compétence-là de réflexivité, c'est-à-dire que vous êtes constamment, je pense, dans quelque chose qui peut d'ailleurs être un tourbillon un peu dangereux ou qui peut isoler et qui doit compter sur l'intervention des institutions pour vous soutenir de ce point de vue de la réflexivité, c'est-à-dire du pas de côté, de réfléchir d'où on parle, avec qui on parle, pour faire quoi, et pour, je dirais, quelle résolution peut-être utopique de la société, mais en tout cas, c'est ça qui nous tient dans notre quotidien d'intervention, moins dans le mien parce que je ne suis plus travailleur social, mais en tout cas, je sais dans le vôtre. Il y a un enjeu d'écart entre la militance, l'engagement et les effets du réel, c'est-à-dire comment tout ce pourquoi vous vous activez, vous êtes activé, vous êtes en action, vous êtes mobilisé, peut-être éminemment déceptif pour les personnes d'abord et puis pour vous aussi,
Donc, c'est un des angles de la réflexivité. Comment faire avec ça? Comment être aussi en lien avec des vies d'organisations associatives qui ont évolué, qui se sont normées, qui parfois peuvent être en rupture entre les opérationnels, le terrain, ceux qui agissent, et la pensée du projet, la politique du projet. Parfois aussi une interpellation qui peut être déceptive, une transformation sociale qui n'est plus appelée de ses voeux par les organisations. Et puis, comment vous faites avec ces contradictions? C'est comment vous vous êtes organisé. Parfois, vous êtes aidé aussi par de l'analyse de la pratique, mais comment entre vous, et parce que vous êtes des collectifs d'intervenants aussi, vous arrivez à dialoguer et à pouvoir réguler et trouver ces fameuses marges de manœuvre. Vous êtes pris dans une constellation d'identité et de culture qui parfois ne fait pas repère et du coup peut freiner des alliances ou peut freiner des actions qui peuvent être productives pour les personnes. Mais ce que je veux vous dire, et je vais terminer avec ça, c'est que pour moi, l'identité du travail social s'appuie sur deux choses fondamentales que vous mettez en œuvre tous les jours. C'est la prise de risque, c'est-à-dire que vous prenez le risque chaque jour d'aller vers, de faire avec, d'écouter, d'entendre, d'être disponible. Et puis la deuxième compétence, enfin la prise de risque, c'est pas une compétence, c'est un enjeu, mais la compétence qui est importante pour moi, c'est la capacité d'ajustement. Et c'est ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire comment vous êtes inscrit dans un environnement qui bouge, dans des organisations parfois qui se rigidifient, dans pas forcément des apports théoriques et de réflexion qui soient toujours au rendez-vous, mais comment vous allez les chercher, les sourcer, et comment surtout vous êtes dans l'accompagnement à l'ajustement que les personnes doivent aussi, dont les personnes bénéficient, et vous vous ajustez aux personnes que vous rencontrez, aux institutions avec lesquelles vous travaillez ou dans lesquelles vous travaillez, et puis au monde, parce qu'il y a quand même une évolution qui est très vite, et une évolution notamment dans la dégradation. Je pense que vous êtes les garants de cette connaissance, de ce qui change. Vous êtes un observatoire, vous êtes un baromètre aussi de ce qui évolue, et malheureusement en défaveur des personnes que vous accompagnez très souvent, et qui sont déjà fragiles, mais qui sont aussi pleines de ressources personnelles parce qu'elles tiennent, et de compétences. Donc vous faites tenir quelque chose de la société, et quelque chose qui est important. Je pense que je voudrais terminer juste sur un petit bout de texte à vous lire, qui est issu d'un texte d'Anne Dufourmentel. Anne Dufourmentel, c'est une philosophe psychanalyste, et qui est extrêmement précieuse, en tout cas pour moi, voilà, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Éloge du risque. C'est 55 chapitres. Je crois que c'est ça. Non, oui, c'est ça, c'est une trentaine d'entrées, pardon, sur la notion de risque. Et je voudrais vous lire ce qu'elle met en introduction sur son premier chapitre, qui est « Risquer sa vie », et qui, je trouve, parle aux travailleurs sociaux. Le risque est un kairos, au sens grec de l'instant décisif. Et ce qu'il détermine n'est pas seulement l'avenir, mais aussi le passé, en arrière de notre horizon d'attente, dans lequel il révèle une réserve insoupçonnée de liberté. Comment nommer ce qui, en décidant de l'avenir, réanime de fait le passé, l'empêchement de se fixer? Car le risque appartient à une famille acoustique, à cette sorte d'effet, le Larsen, qui fait revenir le son vers celui qu'il aimait. Lorsqu'il s'entend en retour, il provoque une sorte d'intelligence secrète qui seule, peut-être, est à même de désarmer la répétition. Et je vais arrêter mon intervention là. Merci de votre écoute. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, on a peut-être une question qui nous est arrivée. Vous parliez en tout cas du travailleur social comme une personne qui pouvait transmettre la norme. L'intégration représente en tout cas la norme ou une norme à atteindre en tout cas pour les personnes étrangères. En tout cas, c'est ce qu'on leur amène. Et Émilie Domergue justement insiste sur ce point-là. Elle dit peut-être que
un point peut-être sur la difficulté du travail social entre l'accompagnement social dans le respect de l'identité et de l'autonomie des personnes réfugiées, et en parallèle l'injonction de l'État dans leur intégration à tout prix, déjà bornée et fléchée. Donc des travailleurs sociaux qui se sentent bloqués finalement dans ces concepts d'injonction à l'intégration. Alors, l'injonction à l'intégration, c'est vraiment ce dont je parlais sur la question de la représentation de la pauvreté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France, la France dans sa politique, dans ses politiques, la France dans son organisation politique, État, collectivité territoriale, vous nous entendez pas bien? C'est mon son qui est pas très bon, mais je change mon appareil, en fait. Ok, merci. Ça va pour quand j'interviens? On Oui. entend bien, oui, oui, très bien. Merci. Est extrêmement prise dans cette représentation de la pauvreté. La pauvreté, je ne vais pas dire qu'elle n'est plus criminalisée, mais elle a été officiellement criminalisée pendant très longtemps en France. Elle a été pointée du doigt. Elle a été, la précarité aussi, elle a été renvoyée à la responsabilité de l'individu dans la situation de la pauvreté, comme s'il était responsable de sa pauvreté. Et puis, elle a été aussi le repère de l'organisation d'une réponse à un moment donné sociale. Une réponse sociale, et je voudrais vous citer, si j'arrive à retrouver voilà, je voudrais vous citer Simmel. Simmel, c'est un sociologue allemand du début du XXe qui parle de la pauvreté, qui a écrit un bouquin qui est passionnant, qui s'appelle, qui est un petit livre comme ça, que je vais vous montrer, qui s'appelle Le Pauvre, et qui est aux éditions Alia. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, merci Hazan, merci beaucoup. Il écrit ça il y a longtemps. Et il écrit ça en 1908 dans un de ses ouvrages qui s'appelle La sociologie. Et il parle de la question de la pauvreté. Et je vais vous lire un petit extrait assez rapidement. Alors, je ne voudrais pas le couper, donc je vais essayer de le retrouver. Il parle donc du rapport social à la pauvreté et il dit « La motivation du don ne se limite plus au sujet donneur, sans pour autant se tourner vers celui qui reçoit, dès lors que c'est les bien-être du tout social qui exigent de secourir les pauvres. L'assistance intervient volontairement ou sous la contrainte de la loi, de manière à ne pas laisser le pauvre se changer en ennemi actif et nuisible de la société, de manière à faire refleurir sa force amoindrie en une force de nouveau féconde pour la collectivité et à garantir la totalité contre la dégénérescence de sa progéniture. » Simmel, il est extrêmement critique de ça quand il annonce ça. Il énonce qu'on est pris dans une culture qui fait que si le pauvre n'est pas maîtrisé, il est dangereux. Et en France particulièrement, parce qu'il y a eu 1789 et la Commune, et que 1789, la Révolution française et la Commune, a été animée de cette volonté des plus pauvres, de ceux qui subissaient les plus grandes inégalités, à renverser le pouvoir pour avoir du pain, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir être entendus, pour pouvoir s'exprimer comme des êtres normaux et comme des êtres dotés d'une intelligence qui n'est pas celle de l'élite, mais qui a le droit d'exister et de s'exprimer. Et qu'à partir de là, il y a un travail d'interaction et surtout de tension entre les pouvoirs dominants et la pauvreté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'injonction au changement et l'injonction à ramener à la norme, c'est culturel plus que légal, je dirais. Et ça traverse énormément de couches et d'intervenants de la société qui ont affaire avec la question sociale. Et que ce n'est pas que l'affaire des travailleurs sociaux. C'est aussi une affaire de regard qui est portée par la société civile sur des populations qui sont désignées, pardon des termes que je vais utiliser parce qu'ils sont assez durs, comme incapables, comme incapables de connaître, incapables de s'adapter a priori, et qu'il faudrait, plus que pour les autres, les adapter. Puis il y a un deuxième facteur, c'est le facteur de l'identité de l'altérité. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui a évolué, mais qui est extrêmement en évolution très, je dirais, très
tranquille, je ne vais pas dire tranquille, mais très lente. C'est que la question de l'altérité qui concerne toutes les minorités, alors les femmes en font partie aussi alors que nous sommes majoritaires, mais peu importe, en tout cas dans le regard social, c'est comme ça que c'est vécu. La question de l'expression de l'altérité par rapport à une norme dominante, et on l'a vu ces dernières années au travers de mouvements notamment sociaux qui ne sont pas que liés aux droits sociaux, mais qui sont liés aussi à l'application du droit pour les femmes, par exemple, dans le cadre de violences, dans le cadre de violences systémiques, et je pense aussi à toutes les minorités visibles dont je fais partie. Il y a quand même un problème de considérer l'autre altère, qui n'est pas dans la représentation dominante, comme étant capable de la même manière que celui ou celle qui est dans la représentation dominante. Et ce travail-là n'est pas terminé. Donc, il n'est pas que lié au travail social, il n'est pas que lié à la précarité, il est au croisement de problématiques de représentation de la pauvreté et de représentation de la différence et de l'altérité qui ne sont pas encore réglées. Oui, il y a encore des effets de discrimination ou des effets inégalitaires très forts pour un a priori de représentation sociale et d'origine. Peut-être, et juste une question, est-ce que vous pensez que considérer le travailleur social comme garant d'une certaine vision de la société éloigne pas finalement le collectif d'une forme d'engagement? Je ne crois pas, parce que je crois que les travailleurs sociaux sont plus malins que ça. Je pense que les travailleurs sociaux jouent avec ça, à leurs dépens souvent, parce que ça veut dire épuisement, ça veut dire aussi parfois désaccord avec l'institution dans laquelle ils travaillent. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont plus malins que ça. La ruse n'est pas qu'un vilain défaut, mais des représentations. La ruse, c'est aussi une manière de tenir, c'est une manière de contourner. Il y a des positions et des décisions qui sont profondément inégalitaires et profondément excluantes. Donc, je pense que les travailleurs sociaux se créent des marges de manœuvre très fortes à l'intérieur de tensions très, très fortes. Ce qu'il y a, c'est que je pense que ça épuise. Je ne crois pas que ça les éloigne d'être dans des organisations qui sont censées appliquer une norme ou ramener les personnes. Je pense que ça les épuise, ça les fatigue, ça les isole parfois. Et que c'est ça qui est le plus dangereux pour les travailleurs sociaux. Parce que je ne crois pas que la société, elle va changer du jour au lendemain pour arrêter d'imposer ses représentations de la pauvreté ou ses représentations sur l'altérité et la différence. En revanche, je pense qu'il y a des possibilités autour des alliances et autour de la manière dont il peut y avoir un corps social différent. Et tout à l'heure, vous parliez de la notion d'engagement et d'un engagement permanent, finalement d'une définition qui portait un engagement permanent. Est-ce que c'est pas contradictoire avec cette notion de professionnalisation, justement, puisque quand on parle du professionnel, on parle d'un cadre défini, permis par une loi, qui a un début, qui a une fin. Et finalement, c'est ce qui sépare aujourd'hui le bénévolat de professionnel. Et est-ce qu'on peut considérer que l'engagement est complètement permanent? Est-ce qu'il ne peut pas s'arrêter finalement aux portes à la fin de sa journée professionnelle? Je ne crois pas. Je pense que les personnes qui font du travail social et qui ont fait le choix du travail social, mais je suis prête à débattre de ça sans problème, l'ont fait pour une notion d'engagement qui est une notion d'engagement extrêmement complexe, individuelle et liée à ce qui est du registre de l'intime et du registre de l'extime, c'est-à-dire d'un équilibre entre pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça pour des raisons personnelles, parfois de réparation ou d'autres raisons, et des raisons de transformation sociale vertueuse, c'est-à-dire de faire partie d'un mouvement collectif qui arrête de maltraiter et d'exclure et de maltraiter au sens premier du terme une catégorie de population. C'est différent de la représentation de l'engagement qu'on peut avoir autour du plaidoyer et de la revendication. C'est s'engager, c'est être avec soi, c'est y aller. C'est pour ça que je parle moi plutôt de prise de risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prise de risque, elle est irréversible. Quand vous avez pris le risque une première fois,
c'est que vous êtes quand même dans quelque chose qui est quelque chose d'irréversible. Et puis, vous avez goûté à la possibilité de l'ajustement, à la possibilité de la réflexivité et à une possibilité qui est immense, c'est d'être avec l'autre qui est différent. Alors, vous pouvez décider d'appliquer stricto sensu la norme, hein, et de vous mettre derrière ça et d'être à un moment donné caché par ça aussi. Peut-être, c'est pas une possibilité, mais je ne crois pas que ce soit la majorité des intervenants sociaux. Je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils sont engagés. Et puis alors, on va résoudre le problème aussi, parce qu'en termes de rémunération et de perspective professionnelle, voilà, j'entends au sens carrière traditionnel du terme, c'est vite réglé, hein. Je crois que... Donc, l'engagement permanent, ça n'est pas, je crois pas, quelque chose qui soit du côté public et du côté de l'estime. C'est quelque chose qui est à la charnière entre les deux. C'est quelque chose où on va jouer quelque chose d'intime. Quand on écoute l'autre et qu'on fait de l'ajustement au monde, on va sourcer des compétences et des connaissances qui ne s'apprennent pas dans les écoles. Puis voilà. En revanche, elles méritent d'être identifiées, elles méritent d'être sanctuarisées et elles méritent d'être révélées, ces compétences. Mais je ne crois pas que ce soit les écoles qui nous donnent cette capacité-là. Allez-y Delphine, hein, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, non, je voulais simplement revenir sur ce que vous avez dit justement, Emma, par rapport à cette notion de professionnel, bénévole. Et je suis tout à fait d'accord avec Madame Kaba. Je pense que en fait, le passage, c'est comme le passage à l'acte un petit peu. Enfin, pour ma part, on vient d'une histoire militante et de terrain, et qu'on passe de l'autre côté. En fait, c'est pas tant qu'on s'éloigne ou qu'on. Je pense que, en fait, c'est une manière d'imaginer, et parfois on le vérifie, qu'on peut faire bouger les lignes aussi en passant au statut professionnel. Moi, j'ai toujours refusé pendant presque 7 ans. J'ai une tête dure et j'ai dit non, 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 mais je reste bénévole parce que c'est justement bénévole. Et en fait, on peut être bien volant aussi en étant professionnel. Et je pense vraiment que les institutions, elles sont aussi à la fois malmenées et nourries de l'intérieur par des personnes qui jouent avec ça. J'aime beaucoup le terme de ruse, parce qu'en fait, le salut, il est là. Le salut à notre épuisement, à notre frustration, à notre trop-plein et à tout ce qui s'ensuit. C'est aussi notre façon, notre capacité, notre choix à être là. À partir du moment où c'est décidé, ben, enfin, je ne sais pas comment exprimer, mais je crois que j'ai dit en fait. Je suis vraiment, je trouve que cette histoire de charnière, d'estime, comme si le mot, je ne sais plus qui disait dans un commentaire, comme si le militantisme, l'engagement dans le statut d'un professionnel, c'était quelque chose de presque sale, quoi, presque anormal, qu'il faut surtout pas nommer. Moi, je me rappelle en entretien de recrutement, mais comment faites-vous pour où est la frontière? Et on revient en plus, nous, dans nos métiers, le terme de frontière, c'est quelque chose de parlant. Et ben, la frontière, elle est dans notre cerveau, elle est dans notre cœur, elle est dans nos pratiques, voilà. Et je trouve que moi, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de frontière, justement, là non plus. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Absolument, on a justement le commentaire de Émilie Domergue qui nous dit que souvent ça leur est reproché finalement aux travailleurs sociaux et qu'ils sont complètement bloqués dans cette vision comme si le militantisme était quelque chose de négatif alors qu'il est finalement inhérent au travail social. Ah oui, oui, oui. Alors, les mots ont leur importance. Je pense que la sémantique, se mettre d'accord sur la question de la sémantique serait une belle opération, mais il va falloir mettre en cohérence l'ensemble des mondes sociaux du travail social. Les mondes sociaux, c'est ce que désigne la sociologie du travail, voilà, les différents lieux du travail. Je suis
voilà, je trouve que l'intervention qui vient d'avoir lieu est très intéressante. Oui, c'est la charnière. Et c'est aussi la question de la salissure. C'est-à-dire que je crois que d'être du côté des plus fragiles, des plus précaires, des plus pauvres, des déviants, comme le dirait très justement la sociologie de Chicago américaine, qui a produit une sociologie des déviances très intéressante, c'est aussi porter, c'est Beckers c'est ce qu'il dit dans son ouvrage Outsider, il dit c'est aussi prendre l'habit de celui avec lequel on est en lien. Et la notion de salissure, elle est très très forte, c'est-à-dire que c'est une assignation sociale de la pauvreté, de la précarité ou des pauvretés et des précarités à être sale et à être vraiment désigné par un espèce de corps qui est assez mouvant en plus. C'est intéressant de voir comment des personnes qui peuvent être issues à un moment donné dans des lignées de familles de pauvreté, quand elles arrivent à évoluer, et tant mieux dans la société, peuvent perdre de vue cette empathie nécessaire avec le reste du monde. C'est pas pour rien, en fait. C'est parce que le stigmate est fort. Voilà, le stigmate est extrêmement fort. Et le stigmate, il est d'autant plus fort, je pense, que plus on le pratique, plus on l'internalise et plus on se l'applique. Et c'est pour ça que la réflexivité est importante. Et elle est importante avec les personnes accompagnées, mais elle est aussi importante pour soi. C'est-à-dire de se resituer, de resituer les choses, de resituer les événements et de resituer la violence sociale aussi qui est traversée par ce secteur-là et par ce champ-là. Merci beaucoup, Madame Frédérique Kaba. Voilà, on est 10h50 et je vais clôturer. Si vous avez de derniers mots à nous transmettre avant de clôturer. Alors, merci pour votre invitation. Pour moi, j'ai déjà fait des webinaires, mais pas sur ce sujet-là. C'est un exercice intéressant et je suis très contente d'avoir pu, en tout cas, exprimer ce que je pense être juste. Alors, c'est pas moi qui pense, il y a beaucoup de personnes qui sont réunies dans mon propos. Euh, je suis aussi toujours très heureuse de pouvoir partager avec des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux, ces échanges qui ne sont jamais finis en fait. Et j'espère que ces métiers dont je fais partie, même si je ne le fais plus, même si je ne l'active plus, vont construire quelque chose qui va être du côté d'une identité partagée, qui pourrait être un bon moyen de se protéger et de s'exprimer. Parce que je pense que les travailleurs sociaux ont besoin de trouver des modalités d'expression avec la société civile, autres qu'autour de la discussion des moyens, mais autour de tout ce qu'ils déploient avec si peu de moyens. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, merci Madame Kaba pour cette riche intervention et je tiens également à vous remercier toutes et tous pour votre présence et vos participations. Je remercie également mes collègues Amy, Emma, Anouk et Anna. Pour rappel, si vous souhaitez revisionner ce webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube de France Air d'Asile et sur notre site internet du projet Reloref. Si vous souhaitez approfondir le sujet de notre webinaire, vous pouvez consulter les ressources qui s'affichent à l'écran, recommandées par Madame Kaba. Nous vous invitons également à consulter le site du projet Reloref pour des informations sur nos prochains événements et prochaines activités. Et pour celles et ceux qui accompagnent des bénéficiaires d'une protection internationale, en vous inscrivant sur le site du projet Reloref, vous allez retrouver des ressources et des informations diverses qui ont pour objectif de vous outiller dans votre travail. Et enfin, nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et dans le but d'améliorer nos activités, nous vous transmettrons par mail un court questionnaire d'évaluation. Merci encore de votre attention et à très bientôt.